faisons du droit tous les jours, alors du droit pénal, moi je fais du droit de la famille, du droit du travail, voilà, à la mesure de ce que nous faisons, nous sommes des auxiliaires de justice. Et faire en sorte que nous ne puissions plus intervenir, parce que les conditions d'intervention, les conditions d'un exercice professionnel sont devenues telles que du coup un certain nombre d'avocats y renoncent, et bien ça c'est comme ça a beaucoup été dit, une mort annoncée. Voilà. Ce que je voulais ajouter également, c'est que dans le cheminement de ce qui a été dit, la volonté politique aujourd'hui des pouvoirs publics est également de limiter au maximum l'accès aux juges. Toutes les réformes entreprises depuis quelques années visent à cet objectif. Et donc on est dans une logique parfaitement cohérente et conduite par ce gouvernement, visant à fragiliser les justiciables, à les éloigner de la possibilité d'accéder à un juge. Si vous prenez un département que certains d'entre vous connaissent parfaitement, je pense notamment à M. Pétrel, en Seine-Saint-Denis, vous avez 70% de la population qui est éligible à l'aide juridictionnelle. Et vous avez, si cette réforme venait à être appliquée, on a fait des études très sérieuses, c'est 40% des cabinets de la Seine-Saint-Denis qui fermeraient dès la première augmentation de nos cotisations. Donc on n'est absolument pas dans un combat corporatiste, nous menons ce combat véritablement dans l'esprit de responsabilité qui nous anime en tant que garant des libertés fondamentales dans ce pays. Et ça aussi, c'est une chose à laquelle les pouvoirs publics actuels visent à s'attaquer de plus en plus. Et nous sommes déterminés, nous ne céderons pas devant cette démarche de ce gouvernement, devant cette volonté de nous inclure dans le régime universel qui lui-même ne conduira qu'à des dérives et à une paupérisation des gens, une baisse de leurs pensions. Nous n'accepterons pas de nous laisser faire et nous sommes, je voulais vous dire, notre détermination à continuer notre combat. Voilà. Monsieur Chappé, bonjour. On a demandé une suspension de séance, on n'a obtenu que 2 petites minutes, on a décidé de se relayer aussi. Donc je suis Clémentine. Alors moi j'ai une question parce qu'avec tous les milliers d'amendements que vous avez déposés, on entend dire que c'est du coup le 49.3 qui va arriver. Et est-ce que c'est opportun de maintenir ces milliers d'amendements plutôt que de discuter pied à pied la proposition? C'est une question. La manière de discuter pied à pied, c'est justement de déposer des milliers d'amendements, parce que je comprends que ça échappe un peu vu de loi. D'abord, relevons la manœuvre, qui consiste à nous rendre responsables, c'est ce qu'ils essayent de faire, d'un acte qu'ils poseraient eux. C'est pas nous qui posons le 49.3, c'est eux. Avant que la discussion commence, on nous a éliminé 145 de nos articles qui étaient des contre-propositions. Alors les nôtres, retraite à 60 ans, régime universel par répartition, cotisation par trimestre, je parle pour les insoumis, je ne parle pas pour mes camarades socialistes, en tout cas c'est comme ça. Mais on n'a pas eu le choix en réalité. Une fois qu'on nous a annulé ces amendements, autant ont été annulés pour l'économie, je ne sais pas pour vous comment c'est passé. Donc c'est parce qu'on avait déposé beaucoup d'amendements qu'on sait que de toute façon on les a déposés parce qu'on savait que le texte ne tenait pas dans les délais qu'ils ont dit 10 jours de commission spéciale, vous ne passez pas 65 articles. Et croyez-moi, je suis un parlementaire expérimenté, c'est pas possible. Donc on a compris que leur intention était de donner à voir, et pas de faire. Donc on a mis beaucoup d'amendements et on les a mis dans le début, beaucoup dans le début, pour pouvoir aborder tous les sujets de la loi au début, ce qui naturellement met la majorité en état d'exaspération, on peut comprendre. Mais bon, qu'est-ce que nous avons fait? Nous nous sommes rendus maîtres de la discussion, c'est tout. Voilà. Enlever nos amendements, non, parce qu'ils sont fondés, primo, et puis secondo, parce que ça ne sert à rien. Ces gens sont absolument imperméables à tout compromis. Donc on leur a proposé de changer, de lever le verrou de la date, on leur a proposé soit de passer à un autre article s'ils le voulaient, soit de réorganiser tout le temps de discussion, rien ne les... ils veulent passer au 49.3 le plus vite possible. Ils ne s'attendaient ni à nous ici, comme ça, à une résistance parlementaire pareille de la part des oppositions, ils ne s'attendaient pas à vous. Ils ne pensaient pas qu'il y aurait une résistance qui viendrait dans une catégorie sociale qu'ils considèrent comme active d'avance. C'était ça leur idée. Et que donc, bon, on pouvait
trop d'histoire. Ils ne s'attendaient pas à la résistance populaire, cheminots, traminots et compagnie. Donc ils sont tout le temps à contre-pied et maintenant il leur reste ça, c'est-à-dire balancer le 49.3 en espérant que tout le monde rentre à la maison et que l'affaire soit terminée. Et ça, c'est parce qu'il y a un paramètre qui leur échappe, c'est que tout le monde a regardé pour sa propre vie ce que ça donnait. Donc c'est pas un coup de com' qui échappe ça, il peut toujours aller courir 10 fois au Mont Blanc, ça ne changera rien de la perception qu'ont les gens sur leur retraite. J'ajoute que toutes les catégories que nous avons rencontrées, les gens ont démarré sur des revendications qui souvent sont des revendications de bon sens, les gens ne comprennent pas. Quoi. Je mets à la place d'un avocat X qui dit moi, ma caisse elle est 1, autonome, 2, elle ne vous coûte rien, 3, c'est nous qui donnons de l'argent au régime général, 4, elle est en équilibre jusqu'à 2079, quelqu'un qui ne s'occupe pas de politique, qui ne se mêle pas de tout ça, mais qu'est-ce que vous nous voulez? Pourquoi vous venez nous embêter? Tout va bien, ça fonctionne, etc. Donc beaucoup de gens sont d'abord été sidérés, et puis sont passés à un deuxième état revendicatif, et maintenant on est à un moment où, d'après ce que vous êtes déjà dans autre chose, parce que vous faites des assemblées générales, vous délibérez. J'ai rencontré le bâtonnier de Lyon et son adjointe. Les Lyonnais, il y a longtemps qu'il n'y a plus de canut, quoi, donc c'est quand même des calmes en général. Mais ils sont remontés comme pas, et très, comment dire, leur regard sur la vie a changé, ils le disent eux-mêmes. On voit les choses de la même manière après qu'avant. Voilà comment je vous réponds. Moi, je ne suis pas lyonnais, je ne suis pas calu, je n'irai pas tout nu. Nous, je suis peut-être un petit peu plus jeune que mes confrères autour de cette table. Je crois que dehors, il y a des trentenaires, des quarantenaires, des quinquagénaires, des sexagénaires. Et je pense que finalement, on aurait dit à ma tranche d'âge, 42, 43 ans, tu bosseras 3 ans de plus. Nous, avocats, De toute façon, serait peut-être passé à aller en disant on bossera 3 ans de plus. Ce qui nous inquiète particulièrement, au-delà de nos problèmes corporatistes de la retraite, c'est l'accès aux droits et c'est la justice d'une manière générale. Voilà. Donc on a essayé de rassembler les greffiers par des actions. Moi je suis à l'origine des vagues de demandes de mise en liberté. C'est pour ça qu'on m'a poussé à rentrer vous voir, qui ont, un petit peu à votre manière, j'ai l'impression, des amendements, essayé de montrer aux gens que la justice ne fonctionnait pas et qu'on ne pouvait pas dignement traiter les dossiers qui lui étaient soumis. On a essayé de nous faire croire que nous étions responsables d'un engorgement, à nous avocats, que nous allions nous demander de faire libérer des terroristes ou des criminels, etc. Le résultat, à l'heure actuelle, c'est que, par exemple, dans la chambre d'instruction de Paris, ils ont doublé les audiences. Les greffiers sont épuisés, certains vont se mettre en grève en Ile-de-France la semaine prochaine pour essayer pour essayer de montrer qu'au-delà de nos revendications qui peuvent vous apparaître, enfin pas à vous, mais de l'autre côté un petit peu corporatistes, au-delà de ça, il y a le problème d'accès au droit que ma consoeur vous a remarquablement bien résumé. Donc en fait, je suis parisien, j'ai l'impression que c'est un peu comme Madame Hidalgo, on veut moins de voitures, on enlève des routes. La justice ne marche pas, on voit moins de justiciables, on enlève des avocats. Voilà ce que, si j'avais pu dire à la majorité, 3 minutes, j'aurais aimé dire. Oui, alors, c'est ça. On a apporté un peu votre parole sur ce sujet-là, et je le referai personnel, mais collectivement, je pense que les uns et les autres, on le refera dans l'hémicycle sur cette analyse-là. Et ils nous disent qu'on est les agriculteurs et les mineurs de demain. Ils ont dit ça. Bruno Le Maire sur France Inter, interrogé par Léa Salamé, il dit, et les avocats, il répond, c'est une profession en voie d'extinction. Donc, ils ne se cachent plus vraiment de leur dessin, de leur noir dessin. Véritablement, en plus, nous, si on prend les éléments relatifs à notre profession dans les différents pays européens, même si la France est un pays qui est très administré et qui donc a moins besoin d'avocats, on est dans un ratio extrêmement faible du nombre d'avocats par habitant, donc on est très très loin et on a toujours absorbé, on a environ 3000 jeunes avocats qui arrivent chaque année dans le rang. Nous les absorbons et notre revenu est en croissance légère, certes, mais en croissance. Ce qui veut dire qu'il y a un besoin de droit. Et comme on vous l'a dit tout à l'heure, l'essentiel de notre profession, ce sont des avocats de proximité. Et quand on nous parle du droit des affaires, etc., certes, il occupe et il a sa place,
mais ça n'est pas la majeure partie de la place. En chiffre d'affaires, si. Mais on ne peut pas tout mesurer en millions d'euros. On mesure aussi avec des valeurs. Des valeurs surtout auxquelles nous sommes profondément attachés. Voilà. Mais que ce soit Alain David, donc Parti Socialiste et député de la Gironde, que ce soit la ministre ou que ce soit les rapporteurs, les divers rapporteurs, que ce soit la majorité En Marche, ils ont les mêmes mots pour nous rappeler, nous répondre chaque fois que nous défendons notre cause. Nous répondre que les discussions sont en cours, les négociations avec vous. C'est faux. Les avocats n'ont rien compris, que les uns et les autres on n'a rien compris parce qu'en fait ils veulent votre bien et que vraiment ils n'ont fait aucune autre proposition que celle qui figurait déjà dans le rapport de Levoy dès son dépôt, et toutes les fausses propositions qu'ils ont faites, comme des questions de réduction de la CSG, etc., on leur a immédiatement indiqué qu'il y avait un problème de constitutionnalité, immédiatement. Par principe, on n'accepte pas une telle proposition. Sans compter qu'on refuse de déshabiller la sécurité sociale pour réduire nos cotisations. Et puis, ce qui est très choquant quand même, alors moi je garde ma naïveté, malgré les années, ce qui est très choquant, c'est de voir dans les communications de la ministre de la Justice, il y a quelques années, j'aurais pu dire de notre ministre de la Justice, mais visiblement nous ne sommes pas... elles ne se sont pas du tout concernées par ce qu'est les avocats. Dans les différentes communications de Nicole Belloubet, c'est mensonge après mensonge. Et alors, moi, ça me choque. Je veux dire qu'un ministre... Il manque je suis extrêmement choquée de voir une communication où elle met vrai et faux, et où quand on regarde ce qu'elle écrit, ça n'est pas la réalité. C'est quand même extrêmement surprenant. Vous avez vu la dernière en date, l'échange avec l'association des présidents de juridiction. Oui, la conférence. La conférence des magistrats, Voilà, envoyé un mail, je dis il leur envoie des éléments de langage. En leur disant, si vous êtes contacté par les avocats pour des débats, il faut nous informer, on vous dira de quelle façon répondre. C'est quand même incroyable. La séparation des pouvoirs dans ce pays est en train de mourir. Et d'ailleurs, ce qu'il faut voir, c'est que les magistrats, vous avez peut-être entendu parler de l'opération Justice Mon Amour, qui a été faite dans un certain nombre de barreaux. Le jour de la Saint-Valentin. Le jour de la Saint-Valentin, nous sommes allés apporter des fleurs aux magistrats et aux greffiers. Et alors d'abord, premièrement, nous avons été dans un premier temps stoppés dans notre élan parce qu'il y avait une circulaire du ministère de la Justice qui disait à tous les magistrats et greffiers de ne pas accepter nos roses parce que c'était un message sexiste. Voilà. On a mis un peu de temps à comprendre pourquoi ils pouvaient dire ça, enfin bon. Et je peux vous dire... Je peux même vous dire que les hommes qui recevaient nos roses étaient enchantés. Donc déjà, c'est quand même assez sidérant. Mais du coup, nous avons eu une discussion, je veux dire, moi dans le barreau des Hauts-de-Seine, mais je suis sûre dans les autres barreaux c'était pareil, une discussion extrêmement intéressante, extrêmement ouverte avec les magistrats. Quelques procureurs ont refusé nos roses, mais bon, comme on le sait, dans notre pays, les procureurs prennent leurs instructions du ministère, et les autres magistrats, certains nous disaient, lundi lors de l'opération du blocage du tribunal de Paris, c'était pareil, des magistrats nous disaient, on vous soutient, on est d'accord avec vous, il faut comprendre que vous ne nous facilitez pas le travail, on a tellement de boulot que à faire ce que vous faites, ça augmente la pile d'attente, mais on vous comprend, et on serait à votre place, on ferait la même chose. Et quand de l'autre côté, on entend dire qu'il y a des éléments de langage qui sont distribués à certains magistrats pour pouvoir nous répondre, pour pouvoir nous casser, c'est quand même assez sidérant. Comment vous avez perçu la tribune qui était faite par Stéphane Noël et Rémi Hetz? Très mal, et d'ailleurs nous avons apporté une réponse commune qui a été signée par une dizaine de personnes sur le site papier, mais plus de 500 je crois Parce que en ligne. Pour vous, clairement, ces deux-là représentent une minorité de la magistrature. Oui, alors on peut vous donner les réactions des magistrats aux audiences, puisque nous sommes en grève et que nous demandons des renvois. Oui. Dans l'ensemble, il n'y a aucun incident. Nos demandes de renvoi sont acceptées. Avec une relative fatigue quand même qu'on comprend. Mais il y a à Paris, on a eu peut-être depuis le début du mouvement, on a eu 2 ou 3 incidents où on s'est rendu en masse et où le magistrat a cédé entre
et les magistrats, dans leur grande majorité, comprennent bien que ce n'est pas la grève des avocats qui est à l'origine de l'état de délabrement et de sinistre de l'institution. Et les deux grands syndicats, l'USM et l'ESM ont pris deux communiqués très précis après cette tribune et après le courrier du soutien chaleureux de Belloubet, leur disant « Mes pauvres amis, on vous soutient, tous ces avocats qui vous font souffrir ». Et là, ils ont réagi. Donc dans l'ensemble, on n'a pas... Bon, c'est vrai qu'au tribunal, au blocage du tribunal, on a eu ce procureur qui a été infect, qui nous a dit j'espère que cette réforme, ils vont vous la mettre bien profonde, ce qui était très élégant pour un procureur. Bon, et puis un autre qui s'est jeté directement sur une consoeur qui a voulu l'étrangler. On apprend que c'est un magistrat à titre temporaire, donc qui est à la retraite et qui est censé siéger en renfort dans des juridictions, je crois même devant des juridictions qui remplacent les cours d'assises pour les viols, donc les tribunaux départementaux. Donc c'est assez agréable de voir. Le type n'a pas demandé s'il pouvait entrer ou quoi, non, il s'est jeté directement sur... Après, il y a peut-être une question qu'on se pose là, peut-être un peu entre nous, c'est que dehors, il y a des jeunes avocats, notamment les pénalistes, moi je les connais plus puisque je n'exerce qu'en droit pénal, qui sont véritablement très déterminés. C'est ceux qui sont les plus touchés, parce qu'on est d'agile. Alors oui, puis il y a même ceux qui ne font pas d'agile, c'est-à-dire moi j'ai la chance, je touche du bois, d'avoir 2 collaborateurs et de pouvoir me permettre de refuser l'aide juridictionnelle, parce que j'estime ne pas pouvoir faire mon travail de la même manière quand je suis choisi ou quand je suis à l'aide juridictionnelle, donc j'ai la chance de refuser malgré tout. Donc dehors, il y a des gens qui, auxiliaires de justice, en font, voilà, moi je ne savais pas qu'elle était interdite, enfin qu'elle n'avait pas été déclarée cette réunion, c'était que 16h, à 16h elle est déclarée, à 14h elle ne l'est pas, etc. Mais le blocage du tribunal judiciaire, c'est quand même une manifestation, un regroupement spontané, créé par des groupes WhatsApp, et on est, nous, auxiliaires de justice, j'allais dire réduits, on en fait le choix, mais ça démontre véritablement un état de, je ne sais pas s'il faut dire colère, détermination ou stress, qui nous amène à faire des choses qui ne sont pas forcément totalement minimum contraventionnelles. Excusez-moi, juste une question de caisse, il y a de la presse qui vient. C'est aussi pour ça bien sûr. Bien sûr. Si vous me permettez une observation en tant que bâtonnier, un exercice qui a la chance de participer à des travaux avec mes confrères de relève et d'avoir des relèves dans toute la France, pour savoir comment ça se passe dans les différents barreaux. La problématique de la région parisienne est exactement la même, puisqu'on a un barreau de 15 avocats, un barreau de 2000. Et nous autres bâtonniers avons une préoccupation majeure, c'est que nous savons, parce que les prévisions qui ont été faites de l'impact de cette réforme, c'est à peu près un tiers de la profession qui disparaît. Barreau du Val-de-Marne, 600 avocats, un tiers en moins. On ne va pas vous sortir de Polytechnique pour qu'on sera plus de 400 et encore pas en fait de l'État. Mais on a également une problématique, c'est que dans tous les barreaux, ce sont les plus jeunes, mais pas seulement les plus jeunes, mais on va dire ceux qui sont à moitié de leur exercice professionnel, qui sont remontés comme des pendules contre ce projet de réforme, et ils le sont d'autant plus qu'avec les simulateurs de calcul des retraites, j'ai fait faire par mon barreau ça pour l'Assemblée générale que j'ai tenu hier, lundi, pardon, à mon barreau. On constate que quel que soit les revenus, quel que soit l'âge de prestation de l'avocat, quel que soit l'âge de la prestation de serment, même si on réfléchit comme pour notre ami François dans le modèle de la chancellerie, jeune avocat qui commence à 43 000 euros, ce qui n'existe pas, c'est une chimère, à carrière longue, permanente, tout le monde perd entre 100 euros et beaucoup plus, c'est-à-dire jusqu'à 50% de sa pension de retraite. J'ai un confrère qui est de 1971, qui a prêté serment. Même avec l'augmentation de cotisation. Même avec, surtout avec l'augmentation On de cotisation. perd sur les deux tableaux. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le régime fait que jusqu'à 120 000 euros de revenus bruts, vous cagnotez des points. Au-delà, vous ne cagnotez rien, c'est-à-dire que vous dépensez à fond perdu. C'est-à-dire que pour bien gagner sa vie et pour avoir une pension de retraite presque digne dans quelques années, c'est-à-dire quand même encore 20 ou 30 ans pour n'importe quel avocat qui a déjà 10 ans d'exercice, il faudrait qu'il gagne à peu près toute sa vie, qu'il soit cantonné à gagner 50 000 euros brut par an. Ce qui, dans une démarche, il faut bien le dire, même si ça peut paraître un gros mot pour certains, mais ce n'est pas un gros mot, c'est un cabinet d'avocat, c'est aussi une entreprise, c'est une démarche entrepreneuriale. On crée quelque chose, on crée un patrimoine,
qu'on espère pouvoir valoriser pour l'intérêt du justiciable, mais aussi parce que ça a une dynamique, c'est une dynamique d'investissement. On n'est pas là pour le soutien, monsieur le Premier ministre, de dire qu'on va papillonner entre le barreau et puis l'entreprise, et puis je ne sais pas quoi, on va revenir au barreau pour repartir ailleurs. Quand on s'inscrit avocat, on s'inscrit pour créer quelque chose dans le temps qui va permettre de donner confiance aussi aux justiciables. Ce qui fait qu'on est connu comme avocat, c'est aussi le sérieux, c'est bouche à oreille. C'est pas juste le fait qu'on a une jolie plaque, un joli site internet, et puis qu'on a éventuellement une belle cravate ou une jolie frimousse. C'est pas ça. C'est la compétence, mais c'est aussi le bouche à oreille, même si maintenant Internet, Google et compagnie font que ça peut créer du tort, parce que gratuitement on peut vous dézinguer avec un ou plusieurs avis malfaisants contre un cabinet. L'avocat, il est là dans une démarche de s'inscrire dans le temps comme un médecin. C'est pareil. En fait, ce qui fait que les avocats aujourd'hui, on est tous très remontés, très en colère, et qu'on est venu, pensant que c'était organisé, sachant que c'était peut-être pas organisé, etc. On est venu quand même. C'est qu'on n'a pas peur de prendre des coups, on a le dos solide et le cuir tanné à force de se bagarrer. Mais on a aussi, comme les médecins, la volonté d'être présents, d'être de proximité. Et je regrette que les élus de mon département, j'ai rencontré une sénatrice socialiste et je rencontrerai une autre communiste la semaine prochaine, mais les députés de mon département m'ont reçu ma lettre, n'ont peut-être pas encore le temps de... C'est Val-de-Marne. Val-de-Marne, oui. Très en avant sur la bataille aussi. Ils n'ont peut-être pas eu le temps de la dire, parce que vous êtes cantonné à l'Assemblée sur ce projet avec d'autres travaux, bien évidemment. Et je sais que les maires, je leur ai écrit aussi pour les sensibiliser. Vous avez partagé dans le Val-de-Marne, c'est 66% de la population qui est éligible à l'aide juridictionnelle. 66% du corps électoral. Ça devrait faire réfléchir, et pas seulement dans les villes les plus modestes, mais dans toutes les villes dans le département, et dans toute la France, c'est à peu près pareil. Et si on fait disparaître la proximité, on fait disparaître des acteurs économiques des communes, on fait disparaître des corps intermédiaires, on est quand même des relais, on est là, tous mes confrères sont sans doute du même avis que moi, on est là aussi pour recueillir beaucoup des crispations, des colères, des amertumes de nos concitoyens pour les restituer de manière plus lisible, mais en même temps aussi essayer d'être dépassionnés. On n'est pas contre le fait d'évoluer dans nos pratiques professionnelles, mais ce qu'on ne veut pas, c'est disparaître. Et en tant que bâtonnier, on est encore plus à l'écoute de ça, parce que un bâtonnier, c'est, on vous dira à l'école des avocats, c'est le papa ou la maman des avocats, mais c'est vrai que d'une certaine façon, même si on n'a pas appris à être papa ou maman, on devient dans la vie privée, on devient aussi en tant que bâtonnier, on s'aperçoit qu'on est responsable de toutes les têtes qui sont confiées à nous. Et moi, je ne me résous pas à savoir que peut-être 200 de mes confrères vont disparaître, soit avec la réforme, ceux qui n'ont pas disparu avec la réforme vont disparaître avec la réforme des aides juridictionnelles, parce que là aussi, ça va faire des coups dans la tapisserie. Et j'avoue que perdre 200 de mes confrères, alors que j'ai été élu par eux, ça me fait terriblement mal, ça me fait terriblement de la peine. Et je ne peux pas m'y résoudre. Je ne sais pas dire quel est le responsable de l'organisation professionnelle syndicale qui peut se résoudre à voir disparaître X% de ces, entre guillemets, ouailles. Je ne sais pas, mais j'en connais pas. Je pense qu'effectivement, il y a un point qu'on a, moi je n'ai pas entendu du tout évoqué dans la presse, c'est qu'il n'y a pas une seule profession, même les médecins, il n'y a pas une seule profession qui soit autant corvéable que la nôtre. C'est-à-dire que quand on a notre exercice, d'abord on travaille plus longtemps que la moyenne générale, hein, donc c'est pas la question, comme tu disais tout à l'heure, de la durée de cotisation, parce que de manière générale, quand on regarde statistiquement, les avocats travaillent plus longtemps. Mais il n'y a pas une seule profession à qui on demande d'intervenir quasiment gratuitement. Donc on a nos clients et qui ont les moyens et qui payent, et puis il y a les autres. Et ceux qui sont bénéficiaires de l'aide juridictionnelle, eh bien, qu'est-ce qu'on fait? On s'en occupe aussi bien que ceux qui payent. Parce que ça, c'est notre grandeur. Et on ne va pas dire, enfin, moi, quand je divorce des gens et qu'ils sont à l'aide juridictionnelle, et lorsque je défends des femmes victimes de violences, et Dieu sait si ces dossiers-là sont des dossiers qui sont chronophages, où il faut réagir en urgence, etc., ces gens-là, ils vont être défendus aussi bien que les autres. Et on va mettre, moi j'ai 4 collaborateurs, on va mettre tous les moyens du cabinet pour ça. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est une action, parce que le sujet d'aujourd'hui n'est pas la rétribution de l'aide juridictionnelle, mais c'est une action qui est à ce point indemnitaire que les frais de fonctionnement du cabinet ne sont pas couverts pour un dossier à l'aide juridictionnelle. Et donc, il faut comprendre ça. Si je vous donne quelques exemples, une comparution devant un médiateur, c'est payé 48 €.
48 €. Vous imaginez, on a reçu nos clients, on y va, on a la réunion, quelquefois c'est renvoyé 48 €. Mais 48 €, je ne paye même pas mon essence de scooter, si vous voulez. Une constitution de partie civile sur un dossier complexe, etc., avec des dizaines d'heures de lecture, une constitution à l'audience, des audiences qui durent des heures, de 13h30 à 20h30, c'est 305 €. Là-dessus, vous avez reçu la victime, pour moi, pour les femmes victimes de violences, vous l'avez reçue, vous l'avez câlinée, parce que c'est ça le métier. Voilà. Et donc, qu'on vienne là-dessus nous doubler nos cotisations retraite sans tenir compte de ce service quasi gratuit que nous faisons, sans tenir compte du fait que nous n'avons pas droit à une assurance chômage. Parce que nous, si l'un de nous s'arrête, là, tous les jeunes qui vont s'arrêter, qui vont quitter la profession à cause des doublements de cotisation, eux, ils ont intérêt à retrouver tout de suite du boulot, parce qu'ils n'auront pas de chômage. Lorsque vous êtes arrêté, j'ai été opéré du dos il y a quelques années, hospitalisé, rien. Au bout d'un mois seulement, vous percevez la première indemnité. Mais pendant un mois, qu'est-ce qui se passe? Vous avez vos collaborateurs à payer, vous avez le loyer à payer, vous avez les frais du copieur, vous avez la secrétaire, etc. Et puis vous avez évidemment votre URSSAF, vos cotisations retraite qu'il faut continuer à payer, etc. Voilà. Et ça fait que nous ne sommes pas comme des salariés. Et on ne peut pas nous dire, je ne vois pas pourquoi, comme nous a dit Mme Belloubet il y a peu de temps, je ne vois pas pourquoi vous auriez un régime différent. On a un régime différent, premièrement parce que lorsque le régime a été créé, on nous a refusé. On n'a pas voulu des avocats. Il a fallu qu'on se crée une caisse. Parce que nous n'avions pas eu le droit d'être dans le régime général. Et puis, on a une situation qui est tellement différente des autres que c'est normal que le traitement soit différent. Je pense que ça peut se comprendre. Est-ce qu'on peut avoir un petit point d'histoire du coup sur le pourquoi du comment? C'est un peu plus... C'est un compromis, on va dire. Ça, voilà, parce que il faut dire aussi que les avocats, au sortir de la guerre, n'étaient pas forcément emballés pour, entre guillemets, cotiser aussi pour le rhume de l'ouvrier. C'était un peu... Donc il y avait on va dire une dissension, mais en réalité, qu'est-ce qu'on a fait? On a créé un régime de répartition à l'identique en fait, que le régime général, donc, et même encore plus solidaire. C'est ça qui est extraordinaire. C'est qu'en réalité, dans notre régime, pourquoi on se bat tellement? C'est parce qu'on a un régime de base qui est bien plus élevé que le minimum vieillesse actuel, bien sûr, et celui qu'on nous promet. Pourquoi? Donc aujourd'hui, les 1430 €, c'est, quels que soient les revenus que vous ayez eus, même si vous avez été déficitaire pendant votre exercice professionnel, on vous accorde ce régime de base parce que précisément on ne veut pas que la petite carrière ait une petite retraite et soit sanctionnée. Pourquoi? Parce que nous accomplissons des missions de service public et parce que nous intervenons au titre de l'aide juridictionnelle, ce qui veut dire que ça a des répercussions très importantes sur notre rémunération. Et ce que va faire le régime universel, c'est que ça va sanctionner ceux qui ont des petits revenus. Donc de toute façon, quoi qu'il arrive, nous perdons de facto 430 € au minimum, puisque le régime prévoit un minimum de 1000 € seulement. Je ne sais pas si ça va être vrai, puisqu'on a appris que pour les agriculteurs, ce n'était pas vrai. Donc, on a ce premier point, et le deuxième point, c'est qu'on a un régime dont les cotisations sont progressives. C'est-à-dire que plus on gagne, plus on paye. Là, dans le régime universel, c'est moins on gagne, plus on paye, puisque vous avez compris, de 1 € à 40 000 € premier passe, c'est 28%, de 40 000 à 120 000, c'est 12%, 12 et quelques pourcents, et au-delà de 120 000, c'est 2,8% sans droit servi, donc avec simplement un aspect distributif et non pas contributif. Donc, et la proposition de CSG, ça ne tient pas. Ça ne tiendra pas, puisque de toute façon, en plus, actuellement, nous cotisons sur notre revenu net.
comment ils vont élargir l'assiette. Ils nous disent on élargit l'assiette mais on réduit la CSG. Bref, tout ça est d'une illisibilité totale. Ça n'engage pas les gouvernements successifs et on n'en veut pas. Et deuxièmement, comme vous dites, c'est précaire. Demain, par simple décision réglementaire, ils peuvent remettre en question la chose. Bien sûr, tout simplement. Donc on a le sentiment vraiment qu'on marche sur la tête, parce que ce que vous devez savoir aussi, c'est qu'avec la réforme, comme la CNBF ne touchera plus les cotisations de ceux qui sont nés après 1975, elle va être rapidement déficitaire. Pourquoi? Parce qu'elle va continuer de servir les pensions de ceux qui sont partis en retraite, les reversions, etc. etc. Je ne vous parle pas des reversions qui sont chez nous pour l'instant favorables, c'est-à-dire qu'on n'a pas besoin d'être à la retraite et qu'il n'y a pas de plafond de ressources. C'est terminé ça. Donc c'est une sanction pour les femmes, puisque les femmes, a priori, vivent plus longtemps que les hommes. Bon, premièrement. Deuxièmement, je reviens à la question du déficit et de l'organisation du déficit par le gouvernement. C'est que on va devoir, nous, CNBF, servir les pensions de ceux qui sont actuellement à la retraite, plus les pensions de ceux qui sont nés avant 1975, tout en étant privés de la moitié du budget de cotisation, puisque ceux qui sont nés après 1975 représentent environ la moitié de la profession. Ce qui veut dire que dans quelques années, on aura cassé la CNBF qui est excédentaire aujourd'hui, et on l'aura transformée en caisse de retraite déficitaire qui ne fonctionnera qu'avec une subvention d'équilibre de l'État. Et on viendra nous dire, vous voyez que ça ne marche pas, vous ne savez pas gérer, et là, boulevard sur la capitalisation. Vous serez dépendant. Et on viendra nous dire, comme on le dit aujourd'hui des cheminots, vous êtes des nantis, on est obligé d'abonder votre régime déficitaire. Voilà. C'est ça. Et ça, vous devez vraiment le savoir, parce que... sans compter qu'une partie de la ressource, il est prévu de la mobiliser pour diminuer le montant des cotisations jusqu'à 28% sur 15 ans. Voilà. Donc ça, c'est invraisemblable, parce qu'on a constitué des réserves, parce que précisément, nous sommes prudents, et nous savons que notre ratio démographique ne va pas toujours être celui-là. Nous ne sommes pas des imbéciles. Nous avons des actuaires, nous faisons des études, nous avons un comité de pilotage au sein de notre caisse. Et donc, nous savons que, moi, quand j'ai commencé d'exercer, il y avait 8 actifs pour un retraité. Aujourd'hui, il y a 4,5 à peu près actifs pour un retraité. Dans quelques années, mais c'est normal, il y aura moins, puisqu'il y aura plus de gens à la retraite. C'est pour ça que nous avons fait des réserves. Et ces réserves, on va nous les affecter à un lissage de cotisations. C'est-à-dire qu'on va payer 2 fois. Parce que ces réserves, elles ont été faites à partir de nos cotisations. Moi, je voulais juste dire deux petites choses. La première, c'est que, en fait, ce que vous décrivez, c'est le système global pour tout le monde. C'est-à-dire qu'ils veulent une étatisation du système de retraite avec comme critère pas de déficit comptable sur les 5 ans, plus le fait de ce qu'ils appellent pas d'augmentation du coût du travail, donc c'est borné, et à partir de là, les retraites s'adapteront à ça. C'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est que je voulais revenir moi sur parce que vous êtes un secteur en lutte qui nous intéresse beaucoup, parce qu'aujourd'hui, c'est vous qui assurez parmi tous les secteurs qui sont mis en mobilisation, c'est vous qui assurez un relais quelque part sur ce que nous on peut espérer, parce que nous sommes pour le retrait, nous sommes persuadés que le retrait, si on peut le gagner, ça se passera par une remobilisation. Donc, à partir du moment où vous êtes un foyer qui reste mobilisé, nous on a des messages. Voilà, on a des messages de transmettre. Je reviens sur la question du 49.3. Le 49.3, de toute façon, d'après ce qu'on a compris, ils voulaient faire passer leur vote à l'Assemblée sur un calendrier impossible à tenir, qui était le 3 mars, en fonction des municipales. Au point même que c'est eux qui se sont mis une balle dans le pied, puisque pour avoir voulu passer cette loi dans les municipales, ils ont renoncé au délai qui leur aurait permis un temps législatif programmé, qui là, quelque part, met une butée, en réalité, sur le débat. Ils voulaient le faire passer avant, donc ils ont dépassé le délai. Quoi qu'il arrive, si c'est voté le 3 mars, c'est un problème, parce que la loi est votée. Nous, on essaye de gagner après.
Mais je vous fais remarquer une chose, c'est que s'il passe au 49.3 le 3 mars, ce n'est pas ce que nous souhaitons, hein, mais ça aura une conséquence, c'est qu'après la commission, ce sera la deuxième fois où la loi n'aura pas été adoptée en tant que telle à l'Assemblée nationale. C'est-à-dire que c'est par un système autre qu'ils font adopter la loi par l'Assemblée. Et la deuxième chose, c'est que ça part au Sénat. Et après le Sénat, où vraisemblablement la loi ne sera pas adoptée, ça revient à l'Assemblée, en sachant qu'ils auront utilisé le 49.3 et qu'ils ne pourront pas le réutiliser, puisqu'ils n'ont le droit de l'utiliser qu'une fois par session. Et que la loi organique sera bloquée. Et que la loi organique sera bloquée. Donc je vous indique ça parce qu'en réalité, leur affaire n'est pas terminée. Leur affaire, elle va se prolonger des semaines et des semaines. Ça, c'est extrêmement intéressant. En fait, vous nous dites, ne lâchez pas. Oui, c'est pour ça que je voulais vous passer ce message important. Ils en ont pour des semaines et des semaines. Et nous, on a l'impression ici, et ce qui s'est passé hier soir en séance de monde, c'est qu'on a une majorité qui est au bout du rouleau. Ils sont au bout du rouleau. Pour qu'ils en arrivent hier à sortir des énormités comme le rapporteur Turquois, qui est plutôt le plus modéré de la bande depuis le début, en expliquant que nous ne sommes rien et en se faisant reprendre par toutes les oppositions, ça veut dire qu'on a une majorité qui est au bout du rouleau. Autrement dit, on est beaucoup ici à considérer que le retrait est toujours possible. Que nous ne sommes pas dans une situation resplendissante et que quelque part le 49.3, je veux dire, ça sera peut-être un accommodement qu'ils vont payer en plus électoralement manifestement, mais qui ne réglera pas leur question sur la question de la réforme. Donc là, je voulais aussi vous répondre. Ça c'est extrêmement intéressant parce que, vous voyez, on est, bon, comme vous j'imagine, on a des hauts, on a des bas, vous avez les jeunes qui mettent des fumigènes devant l'Assemblée, on est fatigué, c'est pour ça que je viens avec vous. C'est très bien. Donc nous, on veut bien continuer à allumer des fumigènes pour maintenir une cohésion, un rôle, peut-être faire venir avec nous les greffiers et les magistrats, et il nous faut de l'espoir. Vous nous en donnez, c'est parfait. Parce que ce que je comprends, c'est que là. De l'espoir, je ne sais pas. Non, mais l'espoir, je veux dire, c'est-à-dire que nous, on fait du droit. Non, mais tout le long, c'est ça l'important, tout le long, ils ont sous-estimé la situation. Et là, nous pensons qu'ils ont surestimé leur capacité de résistance. Et hier soir, on l'a vu éclater. Il est évident qu'il y a même des petits signes quand on voit que le chef de l'État raconte, pour que ça se dise, et qu'on le retrouve dans le canard enchaîné de ce matin, que lui, la forme de retraite, il ne s'en occupe pas, c'est le Premier ministre qui s'en débrouille. Bon, on a l'impression que lui-même se met en retrait de la déflagration à laquelle il s'appelle. Le 49.3, il ne portera que sur la loi ordinaire, et à notre avis, il tombe entre maintenant et mercredi prochain. Pourquoi? Parce que le mercredi d'après, c'est le mercredi qui précède le premier tour des municipales. Et le Premier ministre est candidat au Havre. Et une des hypothèses, c'est qu'après le deuxième tour des municipales, son destin ne soit pas forcément celui de Premier ministre. Donc si nous tenons bon en bloquant tout, ou en faisant tout ce qu'on peut pour que le débat dure, on pourrait avoir une table entièrement neuve à la sortie le 22 mars, qui est le deuxième tour. Hein. Imaginez une conjonction où le Premier ministre n'est pas là, il y a une loi organique qui traîne dans les tuyaux, qui est encore bloquée à l'Assemblée nationale, l'autre bout qui est parti au Sénat, la conférence de financement qui est en train de s'en aller en petits morceaux. Donc ça fait beaucoup d'éléments qui, pour l'instant, nous donnent des prises, à la condition de ne pas lâcher prise et de ne pas commencer à se désespérer. Il faut avoir la mentalité des cheminots. Quand ils ont démarré leur grève, en plein mois de décembre, ils savaient qu'ils se gâchaient la vie, mais ils l'ont fait, en disant on va y arriver. Et bien nous, on doit faire pareil. Sauf qu'on ne gâche pas la vie, même il y en a qui... Et alors juridiquement, qu'est-ce que ça donne, cette histoire de il n'y a qu'un 49.3 par session, ils vont l'utiliser sur la loi ordinaire et pas sur la loi organique? Qu'est-ce que ça... La loi ordinaire passe au 6 mètres le 49.3. La loi, il y a d'abord un débat de censure, d'accord? Bon, on perd la force des choses. Mais non, mais attendez, ce détail pour les collègues, quand vous êtes des gens de droit, donc le 49.3 n'a pas été fait pour couper la parole de l'opposition. Parce que l'opposition, par définition, elle est battue dans un vote, puisqu'elle est l'opposition, sinon elle serait la majorité. Le 49.3 a été mis au point par le gouvernement pour battre ceux qui pouvaient le battre, c'est-à-dire sa propre majorité. Donc le 49.3, c'est pour dire, écoutez, vous avez amendé le texte, vous faites de la résistance, le gouvernement, qui est le vôtre, ne peut pas accepter ça, donc il vous met au pied du mur. Alors, ou vous avalez la loi, ou voter la censure. Donc à ce moment-là, la majorité voter la censure, non, c'est pas son truc. Voilà comme ça, pourquoi c'est fait. C'est donc un détournement de procédure. Il raccourcit simplement le débat.
Mais donc là, le 49.3 passe, ça passe, donc la loi passe avec le 49.3, ça passe au Sénat. Quand ça revient à l'Assemblée nationale. On ne peut pas utiliser 49. Si, sur le même texte, on va faire le 49. Deuxième fois, Non, mais attendez, il faut d'abord qu'il aille au Sénat, qu'il en ressorte et qu'il arrive ici. Il y en a pour un mois et demi, 2 mois facilement. Après, vous avez la loi organique qui continue à elle, à son petit bonhomme de chemin ici. Et pour l'instant, Imaginez-vous. ils ne peuvent pas utiliser le 49. Non, s'ils l'ont fait sur l'ordinaire, on peut le faire sur l'organique. C'est une loi par un texte par année. Donc c'est pas encore plié. Non, c'est pas encore plié, mais le souci c'est que nous, ce qui le gouvernement spécule là-dessus, c'est le temps qui veut faire. Bien sûr, Voilà, bien sûr. parce qu'on n'a pas, nous, la possibilité, contrairement à l'élan solidarité qui peut se faire dans les manifestations pour les cheminots ou les risques de la RATP qui peuvent passer avec une cagnotte en disant aidez-nous, etc. Donc là, on se fait mal avec une cellule demander de nous aider. Encore que, il faut réfléchir. Nous donnons tous notre ordre à Paris. On peut réfléchir, mais c'est quand même plus délicat. Et puis notre ça, c'est la première chose. Mais ce que vous pouvez savoir, c'est que le Conseil national des barreaux est déterminé à aller jusqu'au bout, et mon confrère Bernard le sait bien, parce qu'elle assiste aussi aux travaux et Ami aussi, on le sait, participe aux travaux du CNB, et moi j'ai assisté aussi avec toute la Assemblée générale extraordinaire ou ordinaire, et c'est vrai que le CNB, tous les élus, et en plus c'est une année importante pour le Conseil national des barreaux, parce que c'est une année de renouvellement au mois d'octobre, c'est une année très importante. Le CNB est derrière ce projet pour lutter contre pied à pied et dire tenez bon. Ils peuvent vous aider. Hein. La conférence des bâtonniers est également derrière pour dire tenez bon. Dans les barreaux, c'est tenez bon aussi, et c'est très difficile. Oui, parce que ce que disent certains avocats de toutes petites structures ils disent. Oui, mais comme ça, je veux dire, aux assemblées générales, ce qui ressort, aux assemblées générales des ordres, ce qui ressort, c'est certains avocats qui disent moi j'en peux plus, je voudrais qu'on arrête la grève. Donc jusqu'à présent, quasiment partout, elle a été reconduite. Mais c'est bien pour ça, je voulais dire que dans nos barreaux, le temps, pour nous, c'est pas que de l'argent, mais c'est de la survie, simplement pour nous, nos confrères. Les plus déterminés jusqu'à présent étaient ceux qui justement interviennent le plus au secteur assisté, donc qui sont les plus précaires financièrement. Aujourd'hui, il commence à y avoir quelques hésitations pour certains, d'autres prennent le relais pour dire on y va, et on maintient, et ça donne lieu à des débats âpres. La situation se crispe dans les barreaux, on tiendra parce qu'on est habitué aux contradictions, à la contradiction, au débat démocratique, et ça, on tiendra. Mais effectivement, on ne tiendra pas sur 365 jours, même 366. On ne tiendra pas jusqu'en juin, c'est ça qu'on est en train de faire. Nous, notre objectif, c'est de tenir jusqu'au municipal. Vraiment, on essaye de... J'ai une question, Rachel. Le SAF est à l'intersyndicale? Justice? Oui. Non, l'intersyndicale qui se réunit avec les autres syndicats. Alors non, mais on a déjà rencontré Philippe Martinez, et là, on sait que Force ouvrière nous a appelé hier pour nous rencontrer. Donc, on y va. Parce que nous, une de nos grosses interrogations, je parle de France Insoumise, on n'a pas coutume à critiquer ce que font les syndicats, surtout les syndicats mobilisés. Ce qu'on a du mal un peu à comprendre, c'est que la prochaine date de l'intersyndicale, c'est le 31 mars. Alors même que nous, on essaie de gagner, même si du temps, ne serait-ce que pour au moins gagner après les municipales, pour une journée nationale d'action. Bon, très franchement, on sait que quand elles se reproduisent au fur et à mesure, il y a de moins en moins de monde. Et on était parmi ceux qui se demandaient pourquoi, par exemple, à partir du moment où la grève générale, on n'appuie pas sur un bouton, il n'y a pas une marche nationale, quelque chose qui montre... donc je ne sais pas si il y a des réflexions chez vous sur ce sujet-là, mais... Si, les oui, non, mais je parle de marche nationale globale. Non, là, en l'état, la seule chose de marche dont je puisse vous parler, c'est qu'on organise, nous, avocats, un relais, une course relais, qui est partie hier de Montpellier et qui va arriver à Paris le 11 mars au Conseil national des barreaux avec dépôt de cahiers de doléances, c'est-à-dire que nous avons diffusé au sein des greffes pour les magistrats et les greffiers des cahiers de doléances issus de la Révolution française avec le beau dessin, etc. Et nous faisons donc une course relais avec des avocats un peu sportifs. Ils ont fait l'étape Montpellier-Nîmes, je crois, hier. Enfin bref, donc vous allez commencer à voir ça et on arrive le 11 mars à Paris. Donc, pour répondre à votre question aussi, c'est que les avocats ne sont pas très syndiqués.
le SAF ne représente pas du tout tous les avocats. Donc, On aimerait bien. Et l'ordre non plus d'ailleurs. On est très visible et on est une minorité. On aimerait bien les représenter. On serait ravis Non, mais de on voir. est dans un contexte, nos assemblées générales, elles sont massives. Oui, elles sont massives. Ah, oui, mais ça, c'est la vie, c'est comme ça, ça a toujours été comme ça. ça n'est jamais arrivé qu'il y ait ce niveau de mobilisation d'une part, en quantité, qu'il y ait cette unité. Alors ça, je pense que c'est grâce au CNB aussi qui a réussi finalement ces dernières années à prendre sa place, et qui ait une telle durée. Jamais. Historiquement, jamais. On a eu ça. Moi, je suis avocate depuis 30 ans, mon confrère, je sais pas, mais voilà. Pour moi, ça nous aussi que c'est un événement qui va au-delà de... Oui, c'est ça. Voilà, c'est ça. Je pense, c'est vrai que... S'il faut retenir ça, s'il faut Et retenir pour quelque eux, chose c'est de- le pire, parce qu'ils ne s'attendaient pas à ça. Non, Et vous êtes une profession très, qui va depuis ceux qui ont du mal à finir le mois et même la quinzaine, jusqu'à ceux qui sont multimillionnaires. Donc si vous êtes cohérent, c'est donc un signal d'une bascule sociale. C'est une bascule et c'est la preuve, je dirais, que l'unité de notre mobilisation, au-delà des disparités et même des fractures qui sont les nôtres, montre à quel point nous avons raison. Parce que jamais vous ne pouvez réunir des gens si dissemblables autour d'une même revendication s'ils n'avaient pas raison. Et pour finir, pour la question de l'Assemblée Générale à Paris, moi ça fait 35 ans que je suis avocate à Paris, je n'avais jamais connu d'Assemblée Générale. C'est vrai que le bâtonnier de Paris, qui venait d'être élu, Olivier Cousy, qui prenait ses fonctions, il a fallu qu'on le pousse très fort. Pour qu'il convoque cette assemblée générale. Nous avons fait un petit happening un peu inattendu pour lui dans la salle du Conseil de l'Ordre et on a dit, on a exigé comme syndicat une assemblée générale. Il l'a prévu d'abord dans la bibliothèque de l'Ordre où on tient à 150 et au bout d'une heure d'inscription, il s'est bien rendu compte, il y a eu tellement d'inscriptions pour cette assemblée générale et elle a été exemplaire cette assemblée, vous l'avez vu dans les films, exemplaire. Ça doit être facile, l'Assemblée générale d'avocats. Ça c'est sûr. Et donc, déjà quand ils sont deux, c'est compliqué, mais quand ils sont 1400... On continue parce qu'en réalité... C'est pire que les filles, c'est pire que les filles. Nous, on est des syndicalistes chevronnés, entre guillemets, donc on sait ce que c'est la fraternité, la solidarité, mais il y a plein de confrères qui découvrent qu'au-delà de la confraternité, il y a la fraternité et il y a la solidarité. Et on se dit que plus rien ne sera jamais comme avant. Après cette lutte, plus rien ne sera jamais comme avant.